Amis du hack, bonsoir, bienvenue dans Les Activistes, votre podcast en ciel et marine tous les lundis à 18h pour parler de l'actualité du premier et à jamais club de football français. Autour de la table avec moi pour cette émission, tel Yaya Fofana, il est titulaire indiscutable dans cette demeure, donc faut dire qu'on est quand même un petit peu chez lui. Romain, le capitaine d'Ac, qui mènera la danse ce soir. Salut Romain. Salut à tous, salut. À chaque fois qu'on fait appel à lui, il a répondu de manière satisfaisante et apporté à plus à l'équipe. Il rentre de nouveau dans la rotation ce soir. Salut Thomas. Salut. Interview croisée entre nous samedi, il revient pour la clôture de ce week-end. On est toujours heureux de l'accueillir. François Manoury de France Bleu complète le tour de table. Salut François. Salut les amis. Au sommaire ce soir, un résultat corseté. Retour sur Ajaccio. Activez-vous la rubrique des auditeurs internautes et bilan de la saison, des débuts plus que réussis. Cette émission n'est pas la nôtre, c'est la vôtre et nous allons vous le prouver maintenant. Les activistes saison 2, c'est parti et tout de suite débrief de Hack Ajaccio. Une oxygénation alpine ayant permis de se remettre au contact du groupe de tête en même temps qu'elle finissait un mois de novembre compliqué, place au duel que nombre de supporters ciel et marine attendent dès la publication du calendrier, la rencontre face à Ajaccio. Enjeu sportif complémentaire en plus, l'ACA se présentait en dauphin de Toulouse, 3 points devant les Hackmen. Messieurs, après la virée grenobloise qui s'est soldée par une petite victoire, le duel face à Ajaccio qu'on attendait pour le début du carré infernal avec et également Auxerre, Paris et Sochaux. Donc c'est vraiment les gros morceaux et la grosse étape pour déterminer la suite de la saison. Romain, Florian n'est pas là, c'est toi qui vas t'y coller. La composition de l'équipe, en gros, on reprend Grenoble avec des permutations standards et puis c'est reparti. Ouais, Le Guen est reparti sur le même système que ce qui avait bien fonctionné à Grenoble. Il a juste compensé l'absence de Boura par la titularisation de Wahib et aussi l'absence de Mayembo par la titularisation de Wam. C'est facile à dire après le match, donc là je vais essayer de rester sur une analyse d'avant-match, mais ouais, il a voulu repartir avec le même système. C'est vrai que ça a bien marché en contre à Grenoble. Maintenant, là, on était à domicile. Sincèrement, même après avoir vu le match, bien évidemment, je sais pas, j'étais pas chaud par cette formation avec une défense à 3 ou à 5 comme on veut en fonction des phases de jeu. J'étais pas hyper chaud. François, on en avait parlé en avant-match justement et tu avais toi-même été surpris du fait de trouver sur le banc de touche et Papi Bnouba et Khalid Boutaïb alors qu'ils étaient disponibles. Est-ce que, à la vue du fait que ces joueurs-là étaient aptes, est-ce que tu étais étonné, toi, que Paul reconduise le même système ? Oui, parce que effectivement, Papi Bnouba et Boutaïb à Grenoble, ils n'étaient pas tout à fait opérationnels. Donc Boutaïb, il n'était pas dans le groupe et Papi Bnouba, lui, était dans le groupe, mais peut-être amoindri. Donc Paul Le Guen avait dû s'adapter. Alors que là, effectivement, il avait ces deux joueurs-là à disposition et à domicile face à des Corse dont on connaît la solidité défensive. Je pense qu'il aurait mieux valu, alors c'est toujours facile de dire ça après coup, mais mettre un petit peu plus de poids offensif avec des gabarits comme Papi Bnouba et Khalid Boutaïb qui sont plus à même de répondre aux défis physiques des Ajacciens. Et Cornet et Alioui, bon, ce ne sont pas des attaquants pure souche. Ils aiment prendre de la profondeur, surtout pour Quentin Cornet, mais face à un bloc regroupé, bien organisé, on a bien vu que ça n'avait pas fonctionné. Alors que l'entrée en jeu de Papi Bnouba, même si on peut regretter ces deux énormes occasions, mais voilà, dès qu'il est entré en jeu, il s'en est créé des occasions. On va en reparler de Papi Bnouba. Il y a pas de souci, c'est prêt. Thomas, pour toi, justement, il fallait pas être en retard pour ce choc, parce que dès la deuxième minute, la Fader qui oblige Fofana à s'employer, et sur le contre parfaitement mené, Cornet qui frappe à côté, mais ça lance bien les hostilités. Et à la 20e minute, séquence forte aussi du hack, avec frappe enveloppée du droit de bonnet pour commencer à chauffer les gants de Leroy, et sur l'action suivante, Richardson qui lance à Lioui, tête lobée qui oblige à nouveau Leroy à s'employer, et sur le corner, Gibaud qui met sur le poteau. On se dit que ça démarre plutôt pas mal. Oui, tout à fait, t'as fait raison, Gilles. C'est à la hauteur de l'événement en fait. Ajaccio, c'est un des gros matchs
du calendrier. Donc effectivement, on est parti sur une première mi-temps tout feu tout flamme, avec déjà 2 occasions dans les deux premières minutes. Et effectivement, surtout cette grosse occasion d'Alioui, en fait. Donc pour moi, c'était la grosse alerte en fait de la mi-temps. Cette espèce de tête renversée que j'ai trouvé hyper intelligente, très j'allais envie de dire même très pertinente, tu vois. C'était vraiment pour moi très intelligent et ouais, ça a failli trop fond. Et bon, c'est vrai qu'en face, on a un Leroy qui est exceptionnel et de toute façon, Ajaccio ne ternit pas sa réputation d'être la meilleure défense du championnat. Donc voilà, oui, effectivement, un début de match à la hauteur de l'événement, tout simplement, en fait. Mais Romain, le problème, c'est que justement, ça démarre plutôt bien. Et on a énoncé là 2 occasions. Et on va pas se mentir, il n'y a pas eu grand-chose d'autre à te mettre sous la dent, voire pas du tout. Est-ce que toi, tu es resté un peu sur sa fin au final de cette mi-temps, qu'il y aura un énorme round d'observation entre les deux équipes? Ouais, ça démarre sur les chapeaux de roue. C'est vrai qu'on s'attendait. C'est parti sur un rythme auquel on aurait voulu que ça dure un petit peu plus longtemps. C'est vrai que c'était très soutenu. Ça allait d'un côté de l'autre. Deux très bons gardiens sur la pelouse, 2 très bonnes défenses. Et donc c'est pour ça que après ça s'est un petit peu calmé au bout d'un moment et ça s'est terminé finalement. Ouais, la première mi-temps c'est plutôt terminé sur un round d'observation qu'on a plutôt l'habitude de voir en début de match d'habitude. Et là ça s'est plutôt calmé en fin de première mi-temps. Mais les 2 actions au bout de 2 minutes déjà, c'est sûr que ça faisait plaisir à regarder. J'ai pas trouvé qu'on avait été ridicule. J'ai trouvé qu'on avait tenu notre rôle face à cette équipe d'Ajaccio là sur la première mi-temps. Quand ça s'est calmé, c'est sûr, on s'est dit bon, ça y est, c'est les 2 meilleures défenses qui se mettent en place. Qu'est-ce qu'on va voir en deuxième période, etc. Mais on était présent, on était en place aussi, on était bien. C'était un bon match sur la première mi-temps là. François, toi, à la mi-temps, qu'est-ce que tu retenais? Le fait que c'était 2 équipes très solides ou le fait qu'au final, ça restait aussi comment deuxième mi-temps qui aurait pu être aussi serré que la première? J'ai trouvé cette première mi-temps plutôt intéressante. Et si on compare par rapport aux 2 matchs précédents au Stade Océane contre Valenciennes et Amiens, j'ai trouvé qu'on avait été plutôt bon dans le jeu face, comme on l'a dit, à la meilleure défense du championnat. C'est incroyable ce que réalisent les Ajacciens. 8 buts encaissés en 18 matchs, c'est certainement du jamais vu. Malgré cela, le HAC a réussi quand même à les bouger, ses Corses. Et puis, il a manqué ce brin de réussite sur la tête de Pierre Gibaud et sur le poteau. Et puis sur celle d'Amir Richardson aussi en deuxième mi-temps. La différence, c'était tout bête, mais en début de saison, c'était des poteaux rentrants. Aujourd'hui, c'est des poteaux sortants. On parlait justement de la deuxième mi-temps, parce que la première banderille de la deuxième période, elle n'a pas été avraire, elle a été ajaxienne. Un beau déboulé côté droit de Kaloulou et Courtet qui reprend de la tête au deuxième poteau et Yaya qui nous sort une superbe plaquette. Je ne sais même pas d'ailleurs à combien de doigts il a fait, peut-être un seul doigt pour le mettre sur sa barre. C'est juste ce qu'il fallait pour que ça rentre pas. Et ensuite, il y aura eu l'occasion dont tu parles d'Amir Richardson, bien lancé par Abdelli qui faisait une percée plein axe peu après son entrée en jeu. Et au duel avec Avinel, le ballon finit sur le poteau. Et enfin va arriver la 85e minute, Thomas. Donc déboulé de Baldé côté droit. Baldé qui a été vraiment bon samedi. Moi, je l'ai vraiment trouvé très bon. Pour Papi Bnouba qui reprend et là Benjamin Leroy fait le premier de ses 2 gros arrêts et sur le compte Barrett rentre dans le vrai, il décale Diallo côté gauche qui sont portés, une superbe reprise vraiment chirurgicale digne du grand attaquant de Ligue 2 qu'il est. La place sous la barre 1-0 et Fofana est bon pour aller chercher au fond de ses filets. Thomas, là, on sent quand même que les mouches ont changé d'âne à ce moment-là. Effectivement, mon très cher Gilles, c'est là effectivement où moi j'ai noté que la 85e c'était le tournant du match. Parce que voilà, les 2 équipes se rendaient, on va dire, coup pour coup. Même si tu revois tout le fil du match, tu te refais tout le film du match. Bon, certes, comme disait tout à l'heure Romain, il y a eu des moments qui étaient un peu plus calmes, c'est vrai. Notamment en fin de première mi-temps, entre la 33 et la 45e, c'était, on va dire, plus cool. Mais sur la deuxième mi-temps, c'était à peu près équivalent. C'est-à-dire, voilà,
les deux équipes se rendaient coup pour coup, et la fameuse 85e, en fait, c'est là où le Hack aurait dû tuer le match, en fait. Et malheureusement, derrière, c'est la punition. Pour moi, c'est malheureux. C'est malheureux parce que je pense que ça aurait dû finir en match nul. Très clairement, c'était mérité pour les deux équipes. Et cette remontée, cette contre-attaque, cette remontée de balle que j'ai trouvé vraiment, pour moi, c'était du football école, hein. Clairement, magnifique remontée de balle. Et ce centre, et ce plat du pied, pareil que de Courté qui était imparable. Voilà, Courté, c'est un attaquant d'expérience. Voilà, imparable, plat du pied, magnifique. Et ça rentre, quoi. Diallo aussi, cette superbe remise d'ailleurs au passage. Voilà, pour moi, c'est ce qui a tué le match malheureusement. On a rien pu faire derrière et ça finit en 1-0, quoi. Oui, tout était bien fait sur ce but. Et après ça, on peut dire que les Havrais auraient peut-être lâché et c'est reparti quand même parce que 2 minutes après, Romain, frappe de Mbemba contrée qui revient dans les pieds de Papi Gnouba. Et là, je voudrais qu'on revienne tous ensemble sur cette séquence. Je voudrais savoir ce que vous en pensez parce que là, qui vont dire il n'a pas eu de chance, que Benjamin Leroy a fait un gros arrêt. Moi, je mets le pied, c'est que quand je revois l'action, je sais pas toi, Romain, je sais pas ce que Pape a voulu faire. Et en tout cas, il n'a pas voulu faire une frappe qu'on attend d'un attaquant qui essaie d'égaliser dans les dernières minutes alors qu'il est en position idéale. Ouais, avant de revenir sur Ibn Nuba, je voulais aussi, comme toi, saluer la prestation de Baldé qui a été très bon aussi samedi. Richardson aussi qui a pas été mauvais, je l'ai trouvé un petit peu meilleur que ces derniers temps. Il n'a pas hésité à bouger les Ajacciens. C'est lui, il y a pas mal de décalages qui sont venus de lui. Et puis, ouais, effectivement, donc les changements, Imnouba et Boutaïb, comme le disait François tout à l'heure, moi j'aurais certainement voulu les voir plus tôt, même voir titulaires, parce que il y avait besoin d'un petit peu de vis aussi face à cette équipe d'Ajaccio. Et je pense qu'un Boutaïb, il a ça avec son expérience et c'est dans son style de jeu. C'est notre Courté à nous dans sa façon d'être, j'ai l'impression. Et pas dans la façon de marquer des buts, mais dans sa façon d'être. Et désolé. Et non, mais il y avait besoin d'un petit peu de vis. Et effectivement, si on revient sur l'action d'Imnouba, ça fait un peu comme avec notre Jamal, hein. On se demande comment il rate. Bon, ok, le Roi était très en forme, hein, samedi après-midi. On connaît ses qualités, hein, il le prouve de par ses 11 clean sheets sur 18 matchs. Et 12 même, je crois. 12 maintenant, 12, ouais, tout à fait, c'était avant le coup d'envoi, tout à fait. Et voilà, je sais pas, Gilles, si c'est Ibnouba qui rate ou si c'est le Roi qui est très bon. Comme il rate un petit peu avant aussi, 2 minutes avant, cette fameuse 85e minute, il est pas en confiance. Et après, rentrer à la 79e, pour moi, il a pas été assez présent sur le terrain il aurait, enfin, j'ai envie de dire, ouais, il aurait peut-être fallu avoir 2, 3, 4 occasions pour en mettre une. Alors c'est vrai que ce qu'on lui demande, c'est de mettre dès la première, mais ouais, ça faisait pas très longtemps non plus qu'il était sur le terrain et du coup, ouais, ça manque de confiance. François, j'ai eu un débat sur Twitter avec quelqu'un qui me reprochait justement de dire que Papi Gnouba était un flop hier. Sur les 2 occasions qu'il a eues, il y en a bien au moins une qui doit rentrer, et que si certes la première il la croise et que le Roi reste et à l'endroit où il la met et il a des difficultés, ok, je veux bien, mais la deuxième, pour moi, il fait même pas semblant de vouloir marquer comme il faut. Et en plus, il fait un bon contrôle, il y a une frappe de Poussin. Toi, au micro, à ce moment-là, tu te dis, mais c'est pas possible, il y a quelque chose qui va pas. C'est effectivement ce que je me dis, mais j'ai revu les images aussi. Alors, comme le dit Romain, je pense qu'il devait cogiter, hein, parce que après son occasion de la 85e, pour moi, il la reprend bien, la balle sur le centre de Baldé. Le gardien fait un super arrêt. Et puis, double coup de massue avec ce but encaissé juste derrière. Donc, ça doit cogiter. Et effectivement, cette action, elle arrive 2-3 minutes après. En revoyant les images, on voit bien que Benjamin Leroy joue super bien le coup, hein. Il vient tout de suite fermer l'angle, il vient tout de suite au devant de Pape pour l'empêcher de trouver un angle de frappe. Après, effectivement, ce qu'on peut-être lui reprocher, c'est d'avoir manqué de lucidité, d'avoir peut-être se dire je tente le crochet, je tente la petite balle piquée. On en a parlé avec Paul Le Guen après le match. C'est surtout sur cette action-là, hein,
qu'il a des regrets par rapport à Papi Bnouba. Sur la reprise, sur la première action, je pense que c'est difficile de mieux reprendre le centre. Et puis, voilà, il faut aussi reconnaître le talent du gardien. Mais sur cette deuxième action, effectivement, un buteur digne de ce nom, il doit mieux faire et il doit marquer, c'est clair. Il doit au moins faire autre chose que cette semblante frappe de Poussin, qui à la rigueur, il envoie pleine charge, ça part dans les nuages, où il tente un crochet, où il tente un piqué, n'importe quoi. Mais tu fais pas ce truc qui a la force d'une passe. Et là, effectivement, je te rejoins, le Roi, lui, il fait parfaitement son boulot, il n'y a pas de souci. Il a le droit, il peut la louper potentiellement, c'est pas un problème, mais au moins qu'il fasse semblant. Et le problème, c'est qu'on me reprochait, moi, dans ma discussion, de mettre sur la table le prix du transfert. Oui, mais à un moment, si ce jour-là, il a voulu aller plus haut, il a été recruté pour très cher. Faudra pas oublier, ça nous a coûté plus d'1 million, plus Godwin Bentil. C'est énorme pour un joueur comme Papi Nouba. En retour, tu attends quand même un minimum un joueur en forme, capable de marquer un nombre de buts conséquent, peut-être pas 15 comme l'année dernière avec Niort, mais au moins conséquent, et qu'il soit présent. Il a eu une ou deux occasions à Caen, il a eu une occasion, il l'a mis au fond, et c'était un but qui était autrement plus compliqué à mettre. Et moi, ce que je reproche, c'est pas qu'il ait échoué, c'est qu'il ait même pas essayé de bien faire, alors qu'en plus en face, tu as un Benjamin Leroy qui marche sur l'eau cette année, et effectivement, on comprend bien pourquoi Ajaccio a la meilleure défense et pourquoi ils sont aussi hauts, parce que quand tu prends 8 pions sur une demi-saison, tu peux voyager tranquille. Moi, ce que je reproche, c'est plus d'essayer. Et le problème, c'est que ça va pas inciter forcément Paul Le Guen à titulariser un joueur qui est dans cet état. Parce que ensuite, derrière, s'il le retitularise comme ça, il y a peut-être que les titulaires actuels vont pouvoir se poser quelques secondes en se disant pourquoi il est titulaire alors qu'il n'apporte rien à l'équipe. Mais en tout cas, Gilles, je me permets, oui, on peut parler de flop puisque le mercato va bientôt arriver. Et dans quel secteur Le Hack devrait recruter s'il recrute? C'est un attaquant. Enfin, je pense que on est beaucoup à penser que c'est devant qu'il faudrait recruter pour franchir un palier. C'est donc que Papi Bnouba n'apporte pas ce qu'on espérait à son arrivée. Tout à fait. Le fait que le board recherche un attaquant, c'est quand même juste le fait qu'on reconnaisse que Papi Nouda n'apporte pas ce qu'il devrait apporter. Mais ensuite, quel est l'état financier du club? On sait que ça avait été compliqué cet été de pouvoir sortir une telle somme, et ils avaient réfléchi à plusieurs reprises avant d'accepter l'accord. Qu'est-ce qui est encore dans la caisse? Parce que ça peut être compliqué. Et ensuite, accumuler les attaquants en tant que tels. Si on est dans la situation actuelle, on a Papi Bnouba, Khalid Boutaïb, on a Jamal, on a le petit Ilan Gomez qui, pour le moment, est cantonné au banc de touche et qui peut pas rentrer. Et on va encore en recruter un. Ça veut dire qu'on jouerait potentiellement avec un effectif à 5 attaquants. Mais Gilles, je pense que Ilan Gomez, très honnêtement, je suis pas certain qu'il rentre véritablement dans les rotations. Et puis l'énigme Jamal Thiaré, parce que ça devient une énigme, sa blessure au genou. Ça fait depuis la mi-octobre, si je dis pas de bêtises, depuis le match à Caen. Donc ça fait plus de 2 mois, alors qu'au départ, on nous annonçait toutes les semaines un retour potentiel le samedi, et les semaines passent et il n'y a toujours pas de Jamal Thiaré. Et je crois que Paul Le Guen commence à se faire un petit peu du mauvais sang par rapport à l'état de santé de Jamal Thiaré. Et quand va-t-il revenir? Ça reste quand même un gros point d'interrogation. On verra ça de toute façon. On espère qu'il sera là dans une semaine pour la clôture des matchs allés à Auxerre. Et ensuite, derrière, il y aura encore 2 semaines d'ici le match suivant contre Sochaux. On verra ce que ça donnera. En tout cas, messieurs, pour le match, nous en avons terminé. On va maintenant laisser la parole à nos chers auditeurs. Activez-vous, c'est parti. Romain, samedi après-midi, donc un peu plus de temps pour toi pour préparer, mais on se doute que les messages que tu as vus passer ne respiraient pas la joie de vivre.
Ouais, beaucoup de réactions, comme souvent après une défaite, j'ai envie de dire un petit peu malheureusement quand même. Mais je voulais d'abord revenir sur le maillot des 150 ans qui a été présenté par la légende du club, Jean-Michel Lesage. Et j'ai fait un petit sondage très très rapide pour avoir un petit ressenti là des gens sur ce maillot. J'ai demandé si les personnes validaient le maillot. Donc il y avait oui il est parfait, peut faire mieux ou non il est affreux. Et c'est le oui il est parfait qui l'emporte à 64% et avec un peut faire mieux à 34%. Dans ce qui peut faire mieux, et ça on l'a lu un peu partout, c'est le pionnier qui reste là scotché derrière dans le col alors que nous on est le doyen. Je ne sais pas ce que vous en pensez du maillot là qui a été présenté. Moi, j'aime beaucoup le bleu marine, sur le côté bleu marine, justement. J'aime vraiment beaucoup, ouais, par moi, alors le côté aussi doré, bien sûr, pour le fanion et pour les sponsors, on va dire, et l'équipementier. Et effectivement, ouais, le pionnier, j'aurais bien aimé qu'il soit pas là au détriment de Doyen. Ça a tout à fait raison. Ah oui, on est doyen, on n'est pas pionnier. C'est pas faute de le répéter, mais c'est comme ça, je sais pas. C'est un mot qu'ils ont envie de mettre en avant. Apparemment, les supporters n'en veulent pas, mais on persiste. Alors, ça n'empêche que le maillot est très très beau, surtout quand il est porté par Jean-Michel Lesage. Exactement. J'enchaîne avec donc des analyses d'après-match. Julien Le Cacheur, alors je pense qu'il a fait ça pour la blague et qu'on le reverra, mais quand même, il nous a mis le petit gif de au revoir de Valéry Giscard d'Estaing. Quand c'est trop, c'est trop. À un moment, il faut savoir dire stop. Cette défaite, peu importe la manière, est celle de trop. Cela ne sert à rien de se faire plus de mal pour rien. Bon courage à tous les amoureux du hack et bonne fin de saison à tous. Alors Julien, j'espère qu'on te reverra quand même. Ah, non, mais il faut pas oublier, Julien, il est au Canada, donc en fait, il a mis ce message-là, mais en fait, ça voulait dire qu'il devait tout de suite aller à Carrefour pour faire ses courses de Noël. C'est juste ça. Il était 10 heures du mat à la fin du match, donc il fallait qu'il aille faire ça pour préparer le rôti du samedi midi. Fanatique du 76-13, amis supporters, voilà pourquoi nous ne pouvons pas monter. Comme toutes les saisons, on loupe les matchs charnières avec le fameux c'est pas passé loin. Et pourtant, ils ont été valeureux, nos ciels et marines. Bravo les gars, mais au foot, il faut marquer. Deschaz qui nous dit on a été trop tendre dans ce genre de match. Quand t'es tout seul dans la surface, ça doit finir au fond. Ça, plus les pertes de balles et les passes mal assurées. Donc dire qu'on a manqué de maîtrise est un euphémisme. Dommage, parce qu'on a aussi vu de belles choses. Côté tribune, c'était n'importe quoi. Les chants pas tenus, pas de synchro. Franchement, je préfère les matchs où on est 5000, c'était nul, frustrant. Deschaz a pas passé une bonne après-midi, j'ai l'impression. Ouais, bonne ambiance, hein, bonne ambiance. On a eu aussi un retour. On va en parler des passes, mais par contre, au niveau des passes, il y a juste un truc qui m'a énervé. C'est si on pouvait ne pas systématiquement faire des passes en arrière vers Pierre Gibaud et plutôt essayer de faire des passes vers l'avant de manière plus prononcée, ce serait bien. Faut dans l'objectif avoir envie d'aller devant, pas d'aller derrière. Hein. Je rappelle, Ouais, les équipes de foot de certains grands clubs, je me souviens que certains jeunes, ils avaient interdiction de faire des passes en arrière. La seule passe en arrière qu'ils avaient le droit de faire, c'est pour un centre en retrait quand le mec est dans la surface. C'est tout ce qu'ils avaient le droit de faire. Interdiction d'aller en arrière, donc ce serait peut-être un axe à faire pour essayer au moins d'inciter les joueurs à aller de l'avant et pas de rester sur un rythme plus tranquille. On a eu aussi un retour de Loïc, vous savez, le supporter ajaxien qui parcourait la France avec sa 106, je crois, qui n'est plus parmi nous. Sa voiture, elle a lâché depuis, mais donc il était à Océane, bien évidemment. Il dit je n'y croyais pas à cette victoire, mais on prend. Merci le roi. Bonne saison à vous. Il y a un petit message qu'il avait fait. Oui, on avait essayé de l'avoir aussi en avant-match, mais je comprends pourquoi il n'a pas eu, vu qu'il est arrivé vraiment au stade très peu de temps avant, on n'aurait pas pu l'avoir. Mais bon, tant mieux pour lui, il a vu une victoire de son club. Un message de Florian, notre Florian qui pouvait pas être avec nous aujourd'hui. Il nous a dit donc les deux occasions de Papi Pnouba, les deux poteaux. Allez, je vais me coucher. Il a passé un bon week-end, Florian. Hein. Il est allé à Nantes pour aller voir avec ses copains Lensois Nantes-Lens. Ah ouais. Il a le match au sommet. Il a perdu et il n'est pas allé voir la victoire de Saint-Thomas face à Caen. Donc il a dû tout gagner. Félicitations. Roméo Clos qui nous parle de quand c'est le tournant de la saison, le axe lourde, c'est systématique. Il n'y a aucune excuse en plus. Le public était là, tout était réuni, mais non. Des passes en retrait dès qu'un milieu a le ballon. Aucune prise de risque, sauf Baldé qui tente un peu. Et des grandes transversales dans le vide. Sur qui? Cornet et Alioui, deux profils pour jouer au sol. Entrée catastrophique de Fontaine. Voilà. Si vous voulez revenir là-dessus, les gars, c'est un tableau assez noir qui est dressé par Roméo Clos là. Je sais pas, François par exemple.
Moi, je trouve que les commentaires, ils sont assez durs. Je suis pas sûr qu'en début de saison, la même défaite aurait engendré les mêmes commentaires. Sauf que là, effectivement, on espérait, le Hack avait la possibilité de monter à la 2e place. Donc, on voulait y croire. Mais si on replace dans le contexte du début de saison, le Hack est peut-être tout simplement à sa place. Concernant les passes en retrait, je pense que le Hack a cherché à faire sortir un petit peu les Ajacciens qui, en deuxième mi-temps, nous ont attendu dans leurs 30 derniers mètres. On n'arrivait pas à... De toute façon, dès qu'on a la possession, dès que on joue face à un bloc bas, on n'y arrive pas. Donc, la solution, c'était peut-être de chercher à les faire sortir. Ça n'a pas fonctionné. Mais je n'aurais pas envie d'accabler l'équipe. Moi, ma plus grande déception, je crois, d'hier, de samedi, pardon, le résultat, bien sûr, mais pas la prestation de l'équipe. Moi, ce qui m'a le plus déçu, c'est l'affluence. 7000 spectateurs pour un match au sommet, un samedi après-midi. Il faisait pas froid samedi. Il faisait vraiment un temps pour un jour de décembre. C'était tout à fait correct. Et seulement 7000 spectateurs. Là, franchement, je suis très, 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 très déçu. Et j'ai pas eu le sentiment. Alors, j'ai le casque sur les oreilles, donc l'ambiance, je ne la palpe pas correctement, mais j'ai pas senti une ambiance de folie. Ouais, là, je suis déçu. Comme le disait Deschaz, ouais, effectivement, elle l'a dit, elle était dans le COP et effectivement, c'est un témoignage qui vient de la tribune et qui est visiblement l'ambiance était pas forcément au rendez-vous non plus. C'est pour ça que quand Roméo Clos dit que le public était là, tout était réuni. Visiblement non, tous les ingrédients n'étaient pas réunis. Moi personnellement, je te rejoins. C'est-à-dire que j'étais dans la déception juste forcément au coup de sifflet final, mais là je viens de revoir avant l'émission pour préparer, je viens de revoir le résumé. Je suis plutôt très fier de ce qui a été fait sur le terrain et particulièrement en seconde période, j'ai trouvé qu'on les avait bien bougés. Oui, ça rate, oui, mais on se crée des occasions, il y a des poteaux et franchement, notre copain Ronan là qui nous écoute du Canada aussi, il sera content parce que je vais être très positif et je trouve que l'équipe elle a répondu présent, aussi. En plus, c'est vrai, François, toi, tu l'avais tweeté justement avant le match. J'avais vu ton tweet. Tu disais que ça dépassera pas les 8000. Et là, je me suis dit, mais mince, on devrait être au moins 10 000, tu vois. 10 000, ça aurait été pas mal, tu vois. Et j'étais un peu, par rapport à l'ambiance, ça m'a inquiété. Je me suis dit, bah mince, pourtant, c'est à Ajaccio, comme tu l'as souligné tout à l'heure. C'était un temps, on va dire, doux pour un mois de décembre. Un samedi après-midi, tout était réuni pour une influence. Ouais, voilà, pour moi, c'était 10 000. Hein. Même malgré tout ce qu'a fait l'opération qu'avait fait Hackfan pour inviter notamment des jeunes avec le pack à 9 € avec l'écharpe offerte, ça n'a pas trop pris. Je suis même déçu pour Hackfan parce qu'ils avaient aussi mouillé le maillot. Je pense aussi à mes amis du COP Océane aussi qui ont fait un magnifique tifo. C'est dommage que le public n'ait pas répondu plus présent. C'est un peu triste. Est-ce que c'est pas là qu'on est en train de payer justement les 10 dernières années précédentes où la désaffection du Hack fait que c'est hyper compliqué de rattraper des gens qui se sont détournés du Hack et que même quand on met les bons ingrédients, c'est compliqué. C'est comme quand on est allé dans un mauvais restaurant plusieurs années de suite, on n'a pas envie d'y retourner si on sait que le chef est différent, que les commis sont différents, qu'on a changé la salle, qu'on a changé le personnel et qu'on est en fait ailleurs et que au final t'as pas envie de retourner dans un endroit où t'as pas connu grand chose. C'est ça qui m'a inquiété quand j'ai vu 7000. Juste, on a fait moins que face à QRM. Et que QRM, c'est pas FCR au niveau de l'effet derby que ça peut avoir au Hack. Hein. Donc moi c'est plutôt ça qui m'inquiète, c'est que qu'il n'y ait pas l'affluence quand il y a rien, c'est normal. Qu'il n'y ait pas l'affluence alors qu'il y a quand même beaucoup d'éléments, que c'est peut-être une des premières fois justement, on a vu même aussi sur la communication du club en externe, sur les réseaux, vis-à-vis de, on a bien senti qu'ils ont mis les petits plats dans les grands, qu'il y avait tout, la présentation, la surprise, le nouveau maillot porté par Jean-Michel Lesage qui a été surprise jusqu'au bout, les messages des joueurs, des supporters, les appels à venir parce que en plus c'était le dernier match de la saison, c'était le dernier match avant Noël et au final on fait 7000. Je peux comprendre à mon avis au service billetterie vont dire mais qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse de plus, faut qu'on donne des voitures pour que les gens y viennent. Non, mais moi aussi, je suis dans l'incompréhension. Je ne sais pas ce
moi, je me pose effectivement la question, mais ce que je me dis, c'est qu'une personne qui a 20 ans aujourd'hui, qui aime le foot, en 20 ans, il a vu quoi du hack? Quelle émotion le hack a procuré à toute cette génération des personnes qui sont nées en 2000? Ces 2 allers-retours en Ligue 1 où la saison est très vite bâchée, des éliminations précoces en coupe, et tous ces jeunes, s'ils aiment le foot, bah, ils préfèrent regarder un PSG Manchester City avec tous les matchs qui sont retransmis à la télé, et l'équipe de leur ville, finalement, bah, je suis pas certain qu'ils aient une attache particulière comme nous pouvons l'avoir, nous qui avons vécu bah, les années 90, toutes ces saisons de D1 à une époque où il y avait quasiment pas de matchs retransmis à la télé, et on a peut-être ça un petit peu dans nos gènes, et je me dis que c'est peut-être une explication, pas forcément. Alors il y a une lassitude évidemment, mais il y a peut-être aussi un problème de renouvellement de génération du côté des supporters. Oui, je te suis tout à fait sur ce truc-là, et que le problème c'est que couche après couche après couche, tu as des problèmes. Et on a dit le plus difficile, c'est pas la colère des supporters, c'est l'indifférence du plus grand public. Hein. Quelqu'un qui est en colère, il peut se calmer et puis il peut revenir à un niveau. Moi, je pense vraiment que malheureusement, on a atteint sur certaines personnes un niveau d'indifférence qui est quasiment irrattrapable sans avoir plusieurs années consécutives de bons résultats et de spectacles. Mais pour avoir ça, il n'y a pas 36 solutions. C'est faut monter, il faut se maintenir. Oui, mais Gilles, si on monte, on fait 15, 20 000, combien viendront plus pour aller voir le PSG, l'OM ou Lyon que pour encourager, soutenir le hack? Beaucoup. On le sait bien, mais le problème, c'est que le socle précédent, qui était à un stade de 7-8 000 potentiels, s'est érodé avec le temps. Et on parle de le renouvellement de génération. On sait très bien aussi, on connaît la situation. Romain, Thomas et moi, nous en sommes des parfaits exemples. Hein. Si on n'est pas au Havre, c'est par plaisir. C'est qu'à un moment donné, pour des raisons de la vie, on a été obligé de quitter la région. On a quitté la région et on peut pas revenir aussi facilement que ça parce qu'il manque d'emplois. Le Havre est une ville qui a perdu et qui continue à perdre des habitants. Et on sait très bien que après, si t'as pas donné le virus aux gamins à 20 ans, bah tu l'auras pas. Et le pire, c'est que si ça continue comme ça, les gamins qui vont venir seront des gamins dont les parents ne sont pas allés au stade et qui auront encore moins envie d'aller au stade comme ça. On a un gros problème à ce niveau-là. J'espère qu'on va trouver aussi une solution pour régler ça, car sinon, ça va on restera dans l'indifférence et il faudra des années pour arriver justement à refaire un public à vrai et pas le public qui va voir l'équipe qui joue contre le hack. Allez, je reprends la main et je vais terminer sur une petite pointe d'humour. Un tweet de Rafar Kadium qui donc c'est Ibnouba qui va au restaurant et on lui dit bonjour monsieur Ibnouba, qu'est-ce qu'on vous sert aujourd'hui? Il vous resterait pas un petit peu de feuille de match s'il vous plaît? Comme tweet ça. Désolé mais c'est exceptionnel comme tweet. C'est sale mais j'aime bien. En tout cas, merci Romain pour la petite pointe d'humour. Pour finir, on avait bien besoin de ça pour se refaire. Chers amis auditeurs, vous étiez en colère, mais comme à chaque fois vous avez du talent, ça nous fait toujours plaisir de pouvoir vous lire. Nous avons fini avec le match. On va maintenant attaquer notre deuxième sujet. Bilan des débuts plus que réussis. Jingle, c'est parti. On a voulu aborder ce sujet suite à un message que j'avais mis il y a 2-3 semaines en considérant que le début de saison du hack était plus que réussi à ce niveau-là et j'avais été gentiment repris par François qui me disait plus que réussi et le plus que est peut-être de trop. Réussi peut-être plus que à pouvoir en discuter entre nous et Romain et Thomas vont pouvoir apporter leur grain de sel. François, je te laisse prendre la parole. Est-ce que les débuts du hack pour toi sont plus que réussis ou pas? Non, Gilles, parce que en plus, ce message-là, il a été posté avant l'élimination en Coupe de France. Donc, si le hack était encore en lice, bon,
pourquoi pas. Et puis cette défaite contre Ajaccio et voir ce que ça donne à Auxerre. Mais en cas de contre-performance à Auxerre, le HAC commencera à avoir un certain nombre de points de retard sur le top 5. Et donc, dans ce sens-là, je ne qualifierais pas cette première partie de saison de plus que réussie. Je veux bien reconnaître qu'elle est réussie, parce que si on m'avait dit ça en début de saison, que le HAC, je crois qu'on est à 29 points, hein, si je dis pas de bêtises, 29 points après 18 journées, j'aurais signé tout de suite. Mais voilà, cette élimination en Coupe de France, même si on connaît les circonstances, et il y a des circonstances atténuantes, mais cette élimination fait tâche. Cette défaite contre Ajaccio, elle reste quand même en travers de la gorge et elle plombe quand même l'ambiance et l'étincelle qui s'était un petit peu créée. Et voilà, je me répète, mais ce match à Auxerre va aussi conditionner le bilan qu'on pourra dresser à l'issue des matchs allés. Allez, moi je vais prendre la main pour dire dans quelles circonstances j'avais écrit ce message. Tu le dis toi-même, c'était avant le match face à Chauvigny. On était effectivement sur un mois de novembre qui était coup-ci, coup-ça. Je pense que si j'avais écrit le message 3 semaines avant, ça aurait été encore plus marqué. Mais reprenons les circonstances. On sort d'une saison absolument horrible, où on s'est emmerdé comme c'est pas possible. Paul Le Guen applique enfin pour cette année, tant contraint que par volonté, je ne doute pas qu'il ait eu envie de le faire, de donner le pouvoir aux jeunes. Ça réussit bien, voire très bien. D'ailleurs, il y en a même certains qui se sont perdus en chemin. Abdoulaba, il joue pas, et pourtant on a vu qu'en fin d'année dernière, c'était vraiment le truc, parce qu'il y a un ami Richardson qui a pris la place et qui l'a pris de manière ô combien flamboyante. Les résultats sont là, l'envie, on la voit. On a rarement vu une équipe du Havre avec cet état d'esprit sur le terrain. C'est pour ça que j'insiste sur le fait que c'est peut-être plus que possible, parce que certes, on n'est peut-être pas premier, on a peut-être justement des points de retard, mais à côté de ça, qu'est-ce que cette équipe nous donne envie de la suivre. Et ça c'est normalement pour un supporter indépendamment du résultat, mais quel plaisir d'avoir une équipe comme ça qui te redonne envie de la voir. Est-ce que c'est pas là la plus grande réussite qu'a réussi Paul Le Guen cette saison? C'est quand même pour moi une chose qui était tellement loin et qui nous paraissait tellement non concrète, que là, revoir ça, on se dit, bah oui, c'est possible. Comme ça, c'est possible. Romain, allez, à toi d'arbitrer un petit peu. Ouais, bah moi je suis un peu, j'ai réponse de Normand, c'est un peu avec les deux. Moi, ce que j'apprécie, c'est la remise en question qui a été faite certainement par Paul Le Guen et certainement par beaucoup de personnes au club. Dans les discours, dans la communication, dans aussi le projet sportif, effectivement, où on a intégré énormément de jeunes. On a enfin quelque chose de cohérent et surtout quelque chose où tout le monde rame dans le même sens. On a encore eu un Vincent Volpe qui a parlé de Ligue 1 la semaine dernière dans Paris-Normandie, mais ça reste quand même par toute petite pointe. Il en avait parlé au mois d'août, là on est au mois de décembre, et puis ça reste dans une phrase. Voilà, il rabâche pas tout le temps la Ligue 1 comme il faisait il y a quelques mois. Donc à la limite, c'est presque éphémère. C'est-à-dire qu'on lit l'article et puis le lendemain, on a oublié que Vincent Volpe avait parlé de Ligue 1. On est plus concentré sur ce que dit Le Guen et le projet qu'il propose sur le terrain avec les jeunes, etc. Donc moi, ce que j'apprécie cette saison et sur cette première partie de saison, c'est surtout ça, c'est de se remettre en ordre de marche et de se remettre tous ensemble dans le même navire, à ramer tous ensemble, que ce soit avec les supporters, la presse, le staff, les joueurs, etc. Le même discours qui est tenu par tout le monde, et ça, c'est très très appréciable. Je vous rejoins complètement. Je voudrais juste ajouter, non pas plus que réussi, mais réussi parce que on aime le foot. Quand on aime le foot, on veut voir des buts. Et combien de buts le HAC a marqué depuis le début de la saison? Très très peu. Et je trouve que il y a toujours ce problème récurrent, ce problème offensif qui revient depuis le départ de Tino. Et on doit avoir quoi là? La 15e attaque? Quelque chose comme ça?
Et heureusement qu'il y a eu les coups francs de Quentin Cornette. Mais oui, il y a de la générosité, il y a de l'abnégation, il y a un collectif qui s'est mis en place, il y a la jeunesse qui a apporté un vent de fraîcheur. Mais en termes de qualité de jeu, de plaisir footballistique, on va pas se mentir, on grimpe pas au rideau. Non, même non. Non, c'est toujours effectivement le problème. À contrario, on a 17 buts de marqués, mais Ajaccio c'est 2 de plus, hein. C'est pas plus, hein. C'est Ajaccio c'est 2. Donc je sais pas si c'est plus exceptionnel que ça. Est-ce que les gens c'est vrai Après, que on compare ce qu'on veut bien comparer, parce que Toulouse, c'est 2 fois plus, hein, je crois, quelque chose comme ça. Donc, Mais ensuite, pour pouvoir marquer autant que Toulouse, faut avoir l'armada de Toulouse, faut avoir des joueurs et un réseau qui permet de recruter certains joueurs. Quelles ont été les possibilités du HAC à ce niveau-là? Quelles ont été les recherches qui ont été faites pour améliorer le secteur offensif? Est-ce qu'on s'est concentré sur un certain type de joueurs qui nécessitaient un certain budget? Est-ce que, faute de recherche, on s'est rabattu sur des solutions connues, donc forcément plus chères? La question se pose, mais ça va bientôt faire quand même 2 ans que Tino sera parti. Bientôt 2 ans. On sait qu'on peut pas retrouver un joueur de ce niveau-là, mais est-ce que dans nos réseaux de recrutement on peut retrouver ça? Je sais pas. Mais est-ce qu'en tout cas c'est un des points noirs de l'équipe, c'est certain. Mais à côté de ça, il y a eu tellement de choses bien qui ont été faites depuis le début de saison. On est sixième. On est sixième. Et dans les estimations qu'on a faites avec lui, sixième, c'est l'estimation qu'on avait de nos pronostics. Nous, on se voyait entre 5 et 9. On est 6. Donc on est à notre place et ce qui frustre, c'est que ils sont juste dessus, quoi. Il y a vraiment pas grand-chose à récupérer, mais effectivement, il manque les 3-4 buts supplémentaires qui auraient permis de convertir 2 matchs nuls en victoire et 2 défaites en matchs nuls. Et c'est effectivement, tu aurais quelques points supplémentaires qui te feraient voir les choses autrement. Thomas, allez, on t'a pas entendu jusque-là. Allez, c'est toi qui vas j'ai tout ce petit maelstrom. Non, mais j'ai trouvé vos interventions à ce sujet très pertinentes. Vous avez bien mixé ce qui s'est passé du coup depuis le début d'année. Non, bah moi effectivement, je vais en revenir par rapport à la saison dernière. En fait, moi je pense on a tous l'impression que c'est vraiment plus beau, parce que l'année dernière c'était on va dire sale, quoi, si je peux m'exprimer ainsi. Et on est un peu euphorisé, parce que voilà, il y a aussi le fait que, bon, moi évidemment vous connaissez mon point de vue à ce sujet, voilà, le fait qu'on fasse rentrer des jeunes, etc. Bon, je pense que c'est plus par obligation budgétaire que par envie, mais bon, en tout cas, moi je suis content de revoir des jeunes sur les feuilles de match. Même d'ailleurs aujourd'hui ils sont même majoritaires, donc ça c'est encore plus plaisant. Que en plus ils font le boulot. Dédicace à Fofana et Richardson, qui font moi c'est vraiment les 2 joueurs que j'ai retenus vraiment sur cette première presque moitié de saison. Ils font vraiment le taf, c'est vraiment exceptionnel, je suis vraiment très content. Oui, après, effectivement, niveau de la Coupe de France, ouais, j'aurais bien mis une petite épopée, ça aurait été sympa. Parce que c'est vrai que là, tomber des 2e tours, c'est un peu dommage. Parce que quand tu regardes finalement les épopées, bah moi depuis que je suis supporter du HAC, ça fait depuis 93, à part l'épopée de la Coupe de la Ligue, bah les coupes, j'ai pas frissonné, quoi. C'était pas. Bon bref, c'est une parenthèse coupe. Sinon voilà, ouais, c'est une équipe, je pense, où il y a une bonne ambiance entre les jeunes et les anciens. Donc ça déjà c'est plutôt pas mal. Et pour revenir à ce que disait tout à l'heure François, ouais, je pense que le HAC est à sa place, clairement. Parce que pourquoi? Parce que effectivement il manque un attaquant. Et depuis le départ de Tino, bah, on n'a pas su renouveler. Et au niveau de la formation, en termes d'attaquant, bah, depuis Lys Mousset, bah, on n'a pas sorti d'attaquant en fait. Donc ouais, c'est vraiment là-dessus qu'il va falloir bosser. Après, pour le reste, non, je trouve ça pas mal. C'est pas mal, quoi. C'est vrai que c'est pas ouf non plus, mais c'est pas mal. Voilà, donc ouais, pour moi, je pense on a notre place. Cela dit, j'aimerais quand même qu'il y ait du suspense jusqu'au bout. C'est-à-dire entre la première et la 8e place, j'aimerais que ça se batte. Mais je vois bien le HAC finir. Alors moi, j'avais pronostiqué, je sais plus ce que j'avais dit, je crois que j'avais dit entre la 6e et la 10e place.
Bon, allez, je verrais bien, allez, soyons fous, je rêverais en fait d'un petit play-off et d'une petite revanche contre Ajaccio. Voilà, ça me plairait beaucoup. Toi, t'en veux. Ah oui, ça me plairait bien une petite revanche, bon, évidemment, dans des conditions, bien sûr, acceptables, pas ce qu'on a vécu il y a 3 ans, parce que ça, j'ai pas envie, mais que sur le plan sportif, hein, en tout cas, le match à Ajaccio était impressionnant, hein, en termes de suspense, c'était vraiment impressionnant. Et ça, je rêverais d'avoir ça, ouais, clairement. Des petits playoffs sympas à se mettre sous la dent pour le suspense. Voilà. Eh ben, on verra en tout cas ce que la fin de saison va donner, qu'on finisse déjà bien à Auxerre et qu'on essaie d'être encore dans la roue à la mi-janvier, une fois qu'on aura fini le carré magique, et après ça, on aura peut-être le droit de rêver. Et c'est fini pour ce soir, nous vous remercions de nous avoir suivis. Pour ne pas manquer nos prochaines émissions, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, laissez-nous un pouce bleu, un commentaire et mettez la cloche afin d'être prévenu dès la sortie des nouveaux épisodes. Nous sommes également disponibles sur toutes les plateformes de podcast. Rejoignez-nous sur Twitter @actu_fr ainsi que sur notre site actu.fr. Nous vous souhaitons une bonne soirée, à bientôt pour le prochain numéro des activistes et en attendant, allez le hack et allez le hack. Merci.